Et si c'était la casse du siècle? Pierre-André Juven et Fanny Vincent, qui sont avec nous aujourd'hui, ont écrit un ouvrage percutant sur les réformes de l'hôpital public, qui s'appelle donc La casse du siècle, et qui sont donc les invités de notre nouvel espace de travail. Pour en discuter avec nous, Candice Lafarge, qui est aide-soignante à l'hôpital Saint-Antoine à Paris et qui est très engagée dans le mouvement de grève que connaissent les services d'urgence partout en France. Donc déjà, merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Bonjour. Merci. On va commencer avant d'entrer dans le cœur de ce livre par l'actualité, puisque vous êtes donc, comme je l'ai dit, en grève, comme tout un tas de services d'urgence de l'hôpital public à Paris et en France. Vous pouvez, je pense, assez bien illustrer le titre de ce livre, La casse du siècle, à propos de votre service. Qu'est-ce qui s'y passe dans ces services? Pourquoi vous êtes lancé dans ce mouvement de grève? Et est-ce que vous pouvez nous dire aussi un peu quelle est l'étendue de la mobilisation? Alors, cette grève a commencé le 18 mars 2019 à l'hôpital Saint-Antoine. L'effet déclencheur de cette grève a été une multitude d'agressions physiques très violentes et une dégradation de nos conditions de travail sur le terrain, tant dans l'effectif que dans la sécurisation de nos locaux et tout ce turnover et ce flux non exhaustif que nous ne pouvons plus gérer avec les moyens du bord actuels. Donc cette grève a commencé le 18 mars à Saint-Antoine, très vite rejoint par la Riboisière, la Pitié-Salpêtrière, Saint-Louis et Thonon. Des hôpitaux parisiens? Des hôpitaux parisiens donc, qui sont très proches dans le secteur. On a un secteur ouest et un secteur est. Très vite, notre collectif s'est créé avec ses 5 premiers services. On a étendu sur la région pour une facilité d'accès. Et aujourd'hui, on en est sur une étendue nationale. On en est à 62 services actuellement en grève et des préavis quotidiens qui se déposent de jour en jour. Et donc, si on essaie de résumer, c'est les effectifs, les conditions de travail, la sécurité au travail qui sont au cœur des revendications. Ce que nous demandons aujourd'hui, donc on a 2 gros axes de revendication. On a effectivement les moyens physiques. Donc tout ce qui est problème d'effectifs, parce que sur le terrain, dans tous nos services d'urgence, nous sommes en sous-effectifs. Et nous avons aussi un gros problème de moyens techniques, à savoir de sécurisation de locaux. Nous gérons un flux non exhaustif de patients tous les jours et on gère X spécialités dans une spécificité qui est notre travail aux urgences. Et par le biais de cette grève et de ce mouvement social, on demande une reconnaissance de la spécificité de notre travail aux urgences, donc les paramédicaux, les infirmiers et les aides-soignants, par une augmentation de salaire de 300 €. Ok, donc du coup, ça c'est pour les urgences, mais on va voir que les questions qui sont posées par ce mouvement social peuvent être élargies au reste éventuellement de l'hôpital. Fanny Vincent, donc vous êtes sociologue en post-doctorat, spécialiste des conditions de travail à l'hôpital. Je vous invite à aller voir votre travail sur le passage aux 12 heures à l'hôpital public. Pierre-André Juven, vous êtes également sociologue, chargé de recherche au CNRS et membre du laboratoire CERMES, spécialiste du financement de la santé. Vous avez donc coécrit avec Frédéric Pierru, qui nous avait éclairé dans un autre débat à Mediapart sur la sécurité sociale, ce petit livre sur les réformes de l'hôpital public chez l'éditeur Raison d'Agir. Et comme on vient d'en parler avec Candice, on a l'impression que tous les indicateurs sont rouges à l'hôpital public depuis longtemps, que ce n'est pas un sujet nouveau et que pourtant les mobilisations sont soit difficiles à mettre en place, soit assez peu entendues, assez peu visibles. Qu'est-ce qui explique selon vous cette espèce de mobilisation à bas bruit finalement dans l'hôpital, alors qu'on pourrait imaginer que ça soit beaucoup plus sonore que ça? Peut-être Pierre-André Juven. Bonjour, merci beaucoup d'abord pour l'invitation. Il y a plusieurs raisons qui expliquent les difficultés des mobilisations à aboutir. Peut-être démarrer par une note un petit peu plus positive qui consiste à dire qu'elles se multiplient. Qu'elles sont portées de plus en plus par des acteurs de plus en plus divers. Donc on a aujourd'hui une mobilisation qui est conduite par des aides-soignants et des aides-soignantes, des infirmiers et des infirmières. On a vu dans les années qui ont passé des mobilisations de ce qu'on a tendance à appeler les mandarins hospitaliers, donc des personnes à haute responsabilité au sein de l'hôpital, et on l'avait vu notamment dans les années 2000, au moment de la loi dite HPST, aussi appelée loi Bachelot, et on le voit même, et nous on le constate aussi, y compris chez les acteurs administratifs,
de l'hôpital, dans les directions d'hôpital, des personnels qui commencent eux aussi à être épuisés par un travail qui est très difficile et qui consiste au fond à être entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire entre les professionnels de santé sur le terrain et les directives et les moyens qui sont accordés par l'État et les agences régionales de santé. Donc, un point positif peut-être, c'est que ces mouvements, ils se multiplient et ils concernent de plus en plus de personnes. Autre point positif, et on ne peut pas ne pas le dire non plus, et même si on sait qu'il faut toujours prendre ces enquêtes avec précaution, il y a quand même un attachement qui est assez net de la part des citoyennes et des citoyens français à leur système de santé et à leur système de santé solidaire. Donc, de plus en plus de mobilisation et un attachement à ce système. C'est les deux points qui permettent de garder un petit peu d'optimisme. Après, effectivement, par contre, il y a une difficulté pour ces mouvements à obtenir gain de cause. Et il y a deux raisons principales à ça, et c'est ce qu'on explique dans le livre. La première raison, c'est qu'il y a une division au sein du monde médical, une division qui est historique entre différents types de professions et différents types de hiérarchies. Et c'est quelque chose qui a structuré pendant très longtemps les mobilisations, des divisions qui sont également internes au champ médical et entre disciplines médicales. Les intérêts des uns ne sont pas forcément ceux des autres, notamment en termes de financement. Donc il y a ce premier élément d'explication, c'est-à-dire la division au sein de l'institution hospitalière. Et la deuxième explication, c'est que ces mobilisations n'aboutissent pas parce que le poids de négociation des acteurs qui se mobilisent est finalement relativement faible face à l'État qui contrôle cette institution entièrement. À la différence, par exemple, de la médecine libérale ou de la médecine de ville, où là, l'État a beaucoup plus de mal à réguler et a beaucoup plus de mal, par exemple, à imposer une obligation d'installation. Bon, les rapports de force sont très différents historiquement. L'hôpital, l'État a davantage la main dessus. Fanny Vincent, puis après vous allez me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez le sentiment aussi qu'un certain conservatisme chez les médecins empêche aussi ces mobilisations de prendre vraiment une force et une puissance, dans le sens où ils sont très nombreux à s'exprimer par des tribunes, à s'exprimer dans des papiers de journalistes, etc., à dire que l'hôpital est au bord de l'implosion et que c'est la catastrophe. Bon, on ne les voit pas forcément dans la rue. Alors, est-ce que ça, c'est un élément déterminant, dans le sens où les médecins, traditionnellement, sont quand même très écoutés du pouvoir, normalement, notamment par des effets de classe sociale, enfin, déjà par les effets de classe sociale. Oui. Conservatisme, je ne sais pas. C'est vrai que c'est compliqué, ça dépend aussi des rapports de force locaux, de leur capacité à pouvoir se faire entendre. Au niveau national, on les entend beaucoup. Les infirmières, les aides-soignantes prouvent aussi qu'elles ont d'autres manières de rentrer dans le rapport de force en créant des coordinations, donc en passant un petit peu à côté des relais syndicaux. Après, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une individualisation aussi des conditions de travail et des manières de vivre le travail, de tenir au travail, qui ne jouent pas en faveur de la mobilisation collective des soignants dans la rue. Et une individualisation qui casse un petit peu les équipes de travail, qui fragilise le collectif et qui casse aussi les solidarités qui pourraient se créer autour d'un travail dégradé entre les médecins et les paramédicaux plus largement. Et Candice Lafarge, est-ce que dans vos coordinations, est-ce qu'il y a des médecins, des paramédicaux, des administratifs, ou est-ce que c'est resserré sur les soignants, infirmiers, aides-soignants Alors nous, au niveau de nos revendications, c'est vraiment principalement des aides-soignants et des infirmiers. Maintenant, on a énormément de soutien des médecins. Il faut savoir qu'en région, quand ils entament leur grève, c'est vraiment quelque chose de très soutenu par leurs médecins dans leur service. Nous, à la PHP, ils nous soutiennent, mais on a la difficulté que déjà, ils ont des gros services de syndicats, enfin, ils ont leur propre syndicat, et en se joignant à notre mouvement, on pourrait très vite être écrasé par leurs revendications. Donc, ils sont en soutien avec nous, de façon à ce qu'on puisse avoir ce qu'on veut dans nos revendications bien précises, celles qui sont au plus larges. Et peut-être par la suite, les médecins se mettront également dans le mouvement, mais vraiment dans une démarche de soutien et pas de porter leur voix plus haute que la nôtre. Voilà. Et est-ce que la problématique du service minimum, donc qui est cette obligation de service de continuité du service public, notamment à l'hôpital, est-ce que c'est aussi compliqué à gérer, et qu'est-ce qui est imaginé pour contourner cette obligation de service minimum à l'hôpital ?
Alors, il n'y a pas de moyen de contourner le service minimum parce qu'aujourd'hui, dans nos services d'urgence, on souffre des recrutements. Il n'y a pas assez d'attractivité. Nos salaires sont au plus bas. On ne fidélise pas les embauches. Enfin, je veux dire, la première porte d'entrée de l'hôpital, c'est les urgences. Quand vous voyez que par jour, on accueille 300 patients et qu'on est 15 soignants à pouvoir les gérer, je ne sais pas si aujourd'hui, c'est un métier qui fait toujours rêver le jeune. Le salaire ne le fait pas rêver non plus. Donc, quels moyens on a de contourner ce sous-effectif concrètement, moi, sur le terrain, je ne sais pas. Parce que ça veut dire qu'en fait, même quand vous êtes en grève, on est quasiment sur des ratios de personnel qui sont équivalents à des situations normales, de non-grève. C'est tout à fait ça. En fait, on a un service minimum par roulement, on est entre 7 et 8 infirmiers. Voilà. Par roulement de travail, ce qui est assez compliqué à gérer. Bon, après, on a un super bon plateau technique en interne, on travaille en cohésion d'équipe, mais en tant que paramède, c'est difficile de pouvoir donner de l'attention à tous nos patients. On les soigne correctement, mais on commence à être à bout de souffle de les soigner de cette manière-là. Oui, peut-être un complément si je peux me permettre, parce que c'est essentiel, et cette question de l'attractivité du métier, elle est importante, et des conditions de rémunération, pour parler vite, est aussi essentielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors les chiffres sont maintenant assez connus, mais une infirmière ou un infirmier, c'est en moyenne 1 700 € net par mois, il démarre à 1 400, 1 500 € net. Enfin, c'est des revenus qui sont très bas. Il y a un certain nombre de travaux et d'articles qui sortent ces derniers temps pour expliquer que la PHP, par exemple, n'arrive pas à embaucher des infirmières et des infirmiers parce que, précisément, d'abord, c'est des contrats courts. C'est à Paris, et les conditions de revenus sont impossibles en fait pour ces personnes-là. Donc ça, c'est un point important. Autre point important sur les conditions de revenus, et qui renforce le caractère précaire de la situation de ces catégories de soignants, c'est par exemple les heures supplémentaires. Les heures supplémentaires, on sait qu'il y a aujourd'hui en France, alors ça varie évidemment en fonction des établissements, mais on sait qu'il y a des établissements où les heures supplémentaires ne sont pas payées. À Marseille, l'année dernière, ils avaient compté 500 heures par exemple. Ça, c'est évidemment des points très importants pour comprendre la situation de ces personnels qui sont dans une situation très difficile. Avec un point, on peut ne pas le mentionner, qui est qu'au moment des manifestations Gilets jaunes, les policiers ont demandé à ce que les heures supplémentaires soient payées. Les heures supplémentaires ont été payées. Au même moment, les infirmières et les infirmiers ont levé la main en disant « nous aussi, nous avons beaucoup d'heures supplémentaires non payées ». Le gouvernement n'a pas écouté cette revendication. Et donc, on ne peut pas non plus ne pas mentionner cela. Un gouvernement qui rémunère et qui accepte de payer les heures supplémentaires des policiers et pas celles des infirmiers et des infirmières, ça parle aussi des préoccupations du moment et de la place qu'occupe l'hôpital public aujourd'hui. On peut avoir une analyse politique, effectivement, de la nécessité d'avoir le soutien de la police dans un contexte où un mouvement social est important, effectivement. Fanny Vincent, si on revient sur votre livre, les problèmes qui se posent aux urgences, de quelle manière se posent-ils plus largement au reste de l'hôpital? Et est-ce que aussi cet afflux de patients aux urgences, cette impossibilité de les gérer correctement, n'est pas le signe d'un hôpital totalement congestionné derrière, c'est-à-dire que la file, elle est bouchée parce que derrière, il n'y a plus assez de lits, les services sont saturés. Voilà. Quel est un peu l'état actuel de l'hôpital public? J'imagine qu'il y a des grosses différences aussi en fonction de la taille des établissements et des régions de France, mais voilà, est-ce qu'on peut faire un tableau général? Oui, c'est vrai que les urgences sont souvent prises par tous les travaux en sociologie, en sciences politiques, mais même par tous les acteurs de terrain, comme le révélateur un peu des tensions plus larges qui se jouent à l'hôpital et de tous les problèmes qui sont posés. Il me semble que ce qui est exacerbé aux urgences, ce qu'on voit surtout aux urgences, parce que c'est la porte d'entrée de l'hôpital, c'est cette question du manque de temps des soignants au quotidien, tout au long de leur journée. Le temps, c'est vraiment le cristallisateur de toutes les tensions du travail. Les soignants disent qu'ils n'ont pas le temps de faire leur travail correctement, qu'ils sont tout le temps en train de courir. Si on prend les chiffres des grandes enquêtes sur les conditions de travail qui sont donnés par la DARES, on voit que tous les chiffres sont nettement supérieurs à ceux des autres fonctions publiques et du secteur privé en matière de morcellement du travail, donc avoir un travail qui est tout le temps interrompu par des tâches multiples, en matière de contraintes de rythme, donc le fait de tout le temps devoir se dépêcher. Je crois qu'il y a à peu près 60% de mémoire des soignants, non, même plus largement des personnels de la fonction publique hospitalière, qui disent devoir tout le temps ou souvent se dépêcher au cours de leur travail, ce qui est nettement supérieur à tous les autres secteurs.
Des chiffres aussi en termes de devoir, de ne pas pouvoir quitter son travail des yeux. Ça aussi, ce sont des chiffres qui sont soit en augmentation constante depuis des années, soit largement... Qu'est-ce que ça veut dire ne pas pouvoir quitter son travail des yeux? Eh bien, ça veut dire ne pas pouvoir lâcher une tâche pour en faire une autre sans déléguer la responsabilité véritablement de son travail. Typiquement, on est en train de faire une perfusion, on ne peut pas se détacher de cette tâche en cours pour aller faire autre chose. Et il faut surveiller le processus de perfusion, etc. Enfin, tout dépend les tâches qu'on fait, elles sont plus ou moins longues. Donc ça, ce sont des choses qu'on voit très fortement aux urgences et qui se retrouvent largement dans les autres services hospitaliers. Est-ce que ça a des conséquences, selon vous, Candice Lafarge, et puis selon vous, maintenant, désormais, sur la santé des patients? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut s'attendre, pour le dire un peu brutalement, à ce qu'il y ait de plus en plus d'accidents, voire de morts à l'hôpital, faute ou à cause d'une organisation du travail qui n'est pas parfaite, qui n'est pas efficace, qui n'est pas efficiente? L'organisation de travail aujourd'hui est de plus en plus compliquée dans la mesure où on n'a pas de lit d'aval pour pouvoir accueillir les patients dans leur spécialité. Donc ça en déduit un engorgement de nos systèmes d'urgence. Où ça devient très compliqué, où le jeu de la précarité rentre aussi dans les plus grandes lignes, et qu'aujourd'hui on ne se soucie pas du salaire de monsieur ou madame tout le monde pour pouvoir les soigner à bien. Donc ça devient très compliqué de gérer en plus cette part de précarité sur le terrain. Donc c'est des gens précaires qui arrivent aux urgences et qui sont pas correctement soignés. C'est des gens précaires, c'est des gens qui restent de plus en plus longtemps dans des listes d'hospitalisation, qui dit un turnover beaucoup moins important. Il faut aussi prendre en axe l'ambulatoire, qui, pour l'hôpital, est une poule aux œufs d'or, mais qui, pour nous, en tant que soignants, est très compliqué à gérer, notamment sur les soins post-opératoires. Comme disait Fanny, nous, on se doit d'un regard permanent sur le patient. On ne peut pas passer d'une tâche à une autre sans avoir une surveillance parfaite de notre soin. Et ces prises en charge de plus en plus complexes et dans la durée de temps font que l'hôpital va en se dégradant. Ça, c'est quelque chose qu'on peut mesurer, qu'on peut quantifier, éventuellement les impacts sur la santé de la dégradation de l'hôpital? Ou est-ce que c'est encore un peu trop tôt, ou on est un peu trop tôt dans le processus d'une certaine manière pour le mesurer ou pas? Ça peut se mesurer de manière qualitative, notamment par l'angoisse et la crainte qu'expriment les professionnels de santé qui sont pris dans ce rythme effréné au quotidien et qui craignent en permanence de faire une erreur, en fait, parce que quand ils en sont à leur Xème heure de travail dans la journée et qu'ils ne se sont pas arrêtés et qu'ils ont, typiquement pour les infirmières, un calcul de dose à faire, donc c'est-à-dire devoir diviser pour administrer la bonne dose, il y en a beaucoup qui expliquent que, ils ne sont pas encore fait d'erreur, heureusement, mais rien ne garantit qu'ils en feront pas prochainement, parce que voilà, ce stress et cette fatigue qui peut s'accumuler. Et puis aussi ce stress qui est dû au fait qu'il y a une polyvalence accrue des personnels, qu'on change de service. Il y a eu la création des pôles au début des années 2000, donc qui fluidifie la gestion du personnel, mais qui insécurise aussi les paramédicaux qui sont envoyés dans des services qu'ils ne connaissent pas forcément, et où là ils se retrouvent à devoir gérer des patients, des procédures, des protocoles, travailler avec des collègues et des médecins qui ne connaissent pas forcément, et où là ça peut leur faire craindre un certain nombre d'erreurs éventuellement. Et pour compléter, c'est délicat parce que quand il se passe quelque chose qui ne devrait pas se passer, et donc on aboutit à un mort ou à une situation dramatique, il y a plusieurs justifications qui peuvent être apportées. La première, ça peut être un défaut d'organisation. Et un défaut d'organisation, l'hôpital peut toujours dire c'est pas lié au manque de moyens, c'est pas lié au manque de personnel. L'hôpital peut aussi reporter la responsabilité sur les soignants. Il y a une autre solution et justification qui consiste à dire qu'au fond, l'hôpital est une organisation qui de toute façon a toujours été une organisation sous tension et de par son activité même peut se retrouver face à des situations dramatiques. Il y a quand même un certain nombre d'éléments qui tendent à montrer que la diminution du temps de travail accordé aux soignants, la diminution du nombre de personnels rapportés à l'activité a des effets sur la qualité du soin. Et ces indicateurs, c'est des indicateurs de performance qui ne sont pas très souvent utilisés. On en parle dans le livre du travail de Nicolas Bélorgé notamment, qui montre qu'un indicateur de performance qui a été très prisé dans les années 2000, à savoir le temps de passage aux urgences, qui consistait, l'idée derrière, c'était de dire il faut que les personnes aux urgences attendent le moins possible. Avec d'ailleurs une perspective qui relevait davantage de la relation de clientèle que de la relation de soins. Il faut que les patients attendent le moins possible aux urgences, et donc
donc, on va mettre en place un indicateur pour calculer cela. Ce que le travail de Nicolas Bélorgey montre, c'est que les établissements où ce temps d'attente a été fortement réduit, les établissements qui ont eu ces bons résultats sont aussi les établissements où le taux de retour aux urgences a augmenté. Autrement dit, des indicateurs de performance, et donc toute la question c'est qu'est-ce que c'est que la performance, sont contredits par d'autres. Et là, ce résultat-là montrait très bien qu'à vouloir pressuriser le temps, à vouloir pressuriser les soignants, ça avait un effet sur la qualité des soins, puisque in fine, les gens revenaient aux urgences, puisqu'ils n'avaient pas pu passer assez de temps avec les soignants. Ouais, donc les indicateurs de performance sont aussi à prendre avec des pincettes. Je voudrais juste revenir sur ce que vous disiez sur le fait d'accueillir des personnes en précarité. Alors là, on n'est pas tout à fait dans les grandes critiques faites à l'hôpital, en tout cas, mais ce qui est sûr, c'est que, et c'est ce que vous montrez dans votre livre, c'est que au fil du temps, en tout cas au fil de l'histoire, l'hôpital s'est concentré sur l'excellence, la recherche, l'acte technique, ce qui aussi fait de l'hôpital public français voilà, quelque chose d'important, hein, même au niveau international, mais dans le même temps qu'on a un peu abandonné la partie enfin voilà, ce que vous dites, la médecine sociale, ou en tout cas qui était aussi une des missions de l'hôpital public. Alors même qu'aujourd'hui, les personnes les plus vulnérables, les plus précarisées, vont davantage se tourner vers l'hôpital que vers la médecine de ville, parce que pas assez de médecins, des honoraires trop hauts, etc. Donc voilà, est-ce que c'est pas un paradoxe en fait auquel on est confronté aujourd'hui, et qu'est-ce qui a expliqué quand même cette transformation au fil du temps? L'un ou l'autre, comme vous... C'est vrai que ce qu'on montre dans le bouquin, c'est que historiquement, en fait, on est passé d'un hôpital qui était un lieu d'accueil sans être un lieu de soins, petit à petit à un hôpital de l'excellence qui était un lieu d'accueil et de soins surtout, et qu'on a eu tendance à valoriser cet aspect excellence, cet aspect soins de pointe, et on se dirige aujourd'hui vers un hôpital qui est un lieu de soins sans accueil et éventuellement, dans certains cas, sans suivi du patient. Donc c'est une vision à la fois gestionnaire qu'on a mis en avant pour créer un hôpital de l'excellence qui soit capable d'être en bonne position sur la scène internationale pour faire face à la concurrence, et un hôpital avec une vision politique d'un hôpital voilà, techno-centré et extrêmement fort d'un point de vue technique, mais qui du coup délaisse tout cet aspect de la médecine sociale qui était historiquement son cœur d'activité et qui est intrinsèquement lié véritablement à cette institution hospitalière. Et ça, vous le constatez ça à l'hôpital, le fait que des personnes, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, enfin physiquement, c'est-à-dire quotidiennement, les gens qui rentrent aux urgences sont aussi de plus en plus précaires ou fragiles ou sans couverture sociale ou... Mais tout le monde devient précaire. Vu le système dans lequel on évolue, tout le monde devient précaire. Ça peut être la petite mamie, ça peut être le petit papy, ça peut être vous, moi, autour de cette table. On a des salaires qui sont tellement moindres que au final, une prise en charge à l'hôpital, ça coûte de l'argent. Et que, par exemple, je prends un exemple, mamie qui tombe à domicile, qui se fait un col du fémur, il n'y a plus de place à l'hôpital. Pardon, il n'y a plus de place à l'hôpital, mamie, elle va aller en clinique, mais elle va se poser la question de comment on finance, avec quels moyens elle va pouvoir payer ses soins en clinique. Donc oui, on a de plus en plus de patients en précarité, c'est monsieur et madame tout le monde, et c'est très difficile à gérer. C'est très difficile, c'est les oubliés de la société. Donc on va avoir aussi le SDF qui nous prend et qui nous embolise un temps énorme dans nos services. Et nous, sur le terrain, on n'a pas l'impression que l'hôpital met des choses en place à bien pour ces personnes, en fait. Avec la problématique de qu'est-ce qui se passe pour ces personnes quand elles ressortent de l'hôpital. Ouais. Comment est-ce qu'on organise l'aval de l'hôpital, donc aussi bien pour prendre en charge cette détresse sociale et ces personnes-là que ce qu'on vante comme étant le virage ambulatoire, c'est-à-dire des actes de chirurgie qui se font sur une seule journée, donc le patient ne dort pas à l'hôpital et donc rentre chez lui le soir même. Et qu'est-ce qui va se passer pour ces personnes qui soit sont seules chez elles, soit habitent très loin, soit les deux en même temps
Et bon, voilà, aujourd'hui, le secteur d'aval de l'hôpital n'est pas du tout organisé et pas du tout en capacité d'absorber ce virage ambulatoire qu'on nous promet et qu'on nous vante comme étant... Oui, parce que pourtant, c'est le virage ambulatoire, c'est un peu la solution, là, et c'est la solution présentée dans la réforme de la santé par Madame Buzyn, la ministre de la Santé. Donc ça, c'est la solution, c'est-à-dire on en a assez de cet hôpital énorme qui accueille tout le monde. Il faut valoriser l'aval, il faut valoriser la médecine de ville, la médecine ambulatoire. Tout sauf l'hôpital. Vous, ça vous paraît être une promesse un peu corrompue? Alors ça, c'est un point très important parce que précisément ce qu'on a voulu faire avec ce livre, c'est réussir à interroger deux positions, puisqu'elles sont très antagonistes. C'est une position qui consiste à défendre l'hôpital public et à négliger la médecine de ville, la médecine ambulatoire, la santé publique, la prévention. Ah bon. Donc une approche très hospitalo-centrée pour reprendre le terme. Et on a une autre approche qui est l'approche des réformateurs essentiellement, qui est de dire que l'hôpital occupe trop de place dans le système de santé et que précisément il faut reporter sur la médecine de ville une partie de l'activité. Nous, ce qu'on dit dans le livre, et ça nous paraît très important, c'est que les deux versions ne sont pas exclusives l'une de l'autre et qu'on peut considérer que l'hôpital prend en charge trop de patients, qu'il y a des personnes qui vont aux urgences alors qu'elles pourraient aller ailleurs, tout en considérant que les moyens de l'hôpital public ne sont pas suffisants. Autrement dit, on peut rejoindre une critique de l'hospitalocentrisme tout en considérant que l'hôpital public est à bout de souffle et qu'il faut lui redonner les moyens de bien travailler. Parce que le paradoxe et le caractère pour l'instant hypocrite des annonces en matière de report vers la ville, c'est qu'on explique depuis très longtemps qu'il faut plus de médecins en ville, il faut plus de centres de santé, il faut des maisons pluridisciplinaires, il faut des maisons de garde pour les soins non programmés, mais que ces structures, on ne leur donne pas les moyens d'exister. Et donc évidemment, les gens vont aux urgences, les gens vont à l'hôpital. Ils n'y vont pas à cause des soignants et ils n'y vont pas à cause d'eux-mêmes, ils y vont parce que c'est ce qu'il reste sur le territoire. Et ça, on a des chiffres qui le montrent assez bien. C'est-à-dire qu'on sait que sur ces 20 dernières années, le nombre de passages aux urgences est passé de 10 à 20 millions. On sait qu'il y a de plus en plus de gens qui vont à l'hôpital. Ils n'y vont pas par plaisir, ils y vont parce que c'est la dernière porte qui est ouverte. Défaut, oui, parce qu'ils ne savent pas où se diriger. Comme disait M. Jouven, ils se retrouvent bloqués sur des structures dans lesquelles ils ne peuvent pas aller. Les centres de santé, c'est 8h, 18h. Après 18h, on va où? Il n'y a pas forcément de moyens donnés pour pouvoir créer d'autres structures qui pourraient compléter cet accueil à l'hôpital qu'on ne pourrait pas faire parce que c'est du traumatisme et que, un traumatisme en tout genre qui pourrait être pris en relais. Mais on ne donne pas la place, il n'y a pas les moyens financiers qui sont donnés à ces structures pour pouvoir évoluer et accueillir une patientèle et soulager les urgences. C'est vrai que c'est très compliqué. Et ça, nous, on n'est pas... Enfin, et c'est pas nous qui le disons, hein. La Cour des comptes, l'IGAS, toutes les instances d'expertise voilà, sont à peu près d'accord. C'est-à-dire que l'état de la médecine de ville et de la médecine ambulatoire aujourd'hui n'est pas en mesure d'accueillir les patients qui n'iraient plus à l'hôpital. Et c'est là où la situation elle est très compliquée, où la mobilisation elle est très importante en ce moment, c'est que le plan de réforme qui est proposé par le gouvernement actuel, qui relève d'une certaine cohérence, de dire il faut qu'une partie, encore une fois, des activités aille vers la médecine de ville. Ça n'a rien d'absurde et c'est même assez sensé. Le problème, c'est qu'il y a un laps de temps entre le moment où on arrête de donner des moyens à l'hôpital en considérant que les gens qui y vont n'ont pas à y aller, et le moment où on restructure une médecine de ville qui accepte aussi d'accueillir, ce que vous disiez très bien, des populations précaires. Et ce laps de temps dans lequel là on est et dans lequel on s'avance, pour l'instant, on ne sait absolument pas comment est-ce qu'il va être résorbé. Et une des solutions dans l'immédiat, et on peut s'engager là-dessus, en tout cas moi, c'est effectivement la question des moyens de l'hôpital public. C'est-à-dire qu'en attendant, les services qui subissent ces pressions démographiques et ces pressions sanitaires, c'est l'hôpital. Ce sont les services hospitaliers. Ça reste l'hôpital, et donc il faut financer l'hôpital à la hauteur de sa mission, quoi. Ce que vous voulez dire, c'est que là, on aurait tendance à vouloir déshabiller l'un sans forcément habiller l'autre, quoi. Enfin, sans forcément habiller la médecine de ville, d'accord. Mais en disant que dans 10 ans, les deux seront habillés. Ça, c'est la promesse, en tout cas, c'est la version positive. Mais du coup, ça rejoint un autre, disons, mantra qu'on a sur l'hôpital public, qui est de dire qu'il est en permanence au bord de la faillite, que justement, il est alors soit insuffisamment doté, soit non efficace sur la gestion de la dotation. Enfin, voilà, ça dépend de quel point de vue on se place. Comment ça se fait qu'on en est justement arrivé là, à avoir l'assentiment
que l'hôpital est toujours en train d'être dans le rouge, quoi, pour reprendre mon expression du début. Alors là, il faut faire ce qu'en sciences sociales on appelle historiciser le phénomène. Et c'est très important parce que ça permet d'imputer des responsabilités après. De la même façon que pour la dette française, ça permet de savoir qui est responsable de la dette. Sur l'hôpital public, et c'est un des objectifs de ce livre, on a montré que la dette hospitalière, qui passe de grosso modo 9 milliards à 30 milliards en l'espace de 10 ans dans les années 2000. Elle triple en l'espace de 10 ans. Elle triple parce qu'à la fin des années 90, le parc hospitalier est dans un état vétuste, ce que disent tous les acteurs, hospitaliers, experts, ministères, tout le monde est d'accord pour dire que le parc hospitalier est vétuste. On décide de mettre en place un grand plan d'investissement. C'est très important parce qu'aujourd'hui, on est dans la même situation et dans 10 ans, on va se retrouver face au même problème. On met en place un grand plan d'investissement au début des années 2000 en disant aux établissements, c'est vous qui allez supporter la charge de ces grands plans d'investissement. C'est vous qui allez payer. Ouais. Voilà. Ce qui sera documenté dans des rapports parlementaires et notamment le rapport Bartolone qui le dira. Les établissements ont été laissés seuls. Bon. Donc, qu'est-ce que vont faire les établissements au début des années 2000 ? Ils vont se tourner vers des options financières qui seront des options financières qui, sur le moment, paraîtront de bonne facture, sans jeu de mots. Ils vont se tourner vers les partenariats publics-privés, qui évitent de débourser énormément d'argent pour investir dans des structures, mais donc où le privé intervient en échange d'un bail de long terme. Et ça, il y a beaucoup d'enquêtes qui ont montré depuis que le coût a explosé pour les hôpitaux. Et ils vont se tourner vers des prêts financiers qui se révéleront être des emprunts toxiques. Bon. Et ces deux phénomènes, emprunts toxiques, partenariat public-privé, vont faire que la dette va exploser. Et aujourd'hui, la dette, elle est toujours de 30 milliards. Et donc, autrement dit, cette période d'investissement massif, les hôpitaux publics la payent encore aujourd'hui. Et il y a encore d'ailleurs des emprunts dits structurés, des emprunts toxiques dans certains hôpitaux. Bon, ils ont été réformés, mais il y en a toujours. Donc la situation financière de l'hôpital actuel, elle est liée à un manque d'investissement à un moment et au fait qu'on ait laissé les établissements s'endetter dans des conditions très dangereuses au début des années 2000. Et c'est ce que je disais juste avant, et c'est très important, c'est qu'aujourd'hui, il y a des acteurs qui tirent la sonnette d'alarme en disant le niveau de l'investissement aujourd'hui pour les hôpitaux n'est pas du tout à la hauteur de ce qui devrait être. Et c'est encore une fois, là, c'est même pas nous qui le disons, c'est Pierre-Louis Bras, qui est un inspecteur général des affaires sociales, qui a la chaire santé Sciences Po de Paris, donc n'est pas un grand contestataire du système tel qu'il est aujourd'hui, qui connaît très bien les enjeux de tarification également. C'est Pierre-Louis Bras qui, dans un texte qui a été publié dans les Tribunes de la Santé il y a quelques mois, explique que le taux d'investissement est passé ces 6 dernières années de 11% des recettes des établissements à 5%, que le taux de marge brute des établissements, qui devrait être de 8% pour qu'ils puissent renouveler le matériel et les structures, est à 5% aujourd'hui, ce qui est insuffisant, et que, autrement dit, si ça se reproduit sur plusieurs années, non seulement la situation actuelle est très tendue, mais elle sera encore plus compliquée dans 10-15 ans, quand les investissements qui devraient être faits aujourd'hui n'auront pas été faits. Est-ce que c'est quelque chose qu'on vous répond là, actuellement, vous êtes donc dans un mouvement de grève, de contestation, avec des revendications faites à vos directions et j'imagine au ministère de la Santé. Est-ce que c'est ce qu'on vous dit? Mais écoutez, il n'y a pas d'argent en fait, il n'y a plus d'argent à l'hôpital. Donc les augmentations de salaire, la reconnaissance de vos qualifications professionnelles, etc., c'est niette parce qu'il n'y a pas assez d'argent. Déjà, nous, on subit un gros souci, c'est-à-dire que pour le moment, la direction générale de la PHP n'a pas sollicité Madame Buzyn face à notre problème. Et la direction de la PHP ne peut pas régler ce problème sans la ministre de la Santé. Donc en fait, on se renvoie la balle assez régulièrement et c'est assez pénible quand vous êtes infirmier et aide-soignant et que vous portez des revendications solides pour essayer d'établir un nouveau fonctionnement de la santé et donc de l'améliorer. C'est assez compliqué et effectivement, on a souvent entendu de par notre grève, il n'y a pas d'argent. Mais alors, il n'y a pas d'argent, on supprime 400 lits pour récupérer de l'argent. Où va l'argent, en fait? Où va cet argent de l'hôpital? Qu'est-ce qu'on en fait? De quelle manière est-il distribué et redistribué? Parce que nous, sur le terrain, en fait, on ne s'aperçoit pas de... Donc, on s'aperçoit de la perte, mais pas des rentrées. Mais on ne voit pas la rentrée d'argent. On est toujours en train de chercher du matériel, on est toujours en train de chercher des lits, on est toujours en sous-effectif. Donc, comment l'hôpital est géré aujourd'hui? On se pose vraiment cette question. Et à travers notre grève, on voulait vraiment élever le débat sur nos conditions de travail, sur les prises en charge. Donc, à force d'entendre on n'a pas d'argent, enfin, on sait qu'il n'y a pas d'argent, mais comment gérez-vous l'hôpital aujourd'hui?
ce que vous dites, c'est aussi ça renvoie à tout un vocabulaire qui est utilisé de plus en plus. Je notais rationalisation, néo-management, gestion des cadences, des horaires de travail, technicisation. Alors là, j'imagine aussi dans un souci d'amélioration de la santé, mais aussi peut-être de réduction des coûts. Robotisation, pareil, pour sûrement améliorer le service, mais aussi pour diminuer le personnel. Est-ce que l'hôpital public est devenu une industrie comme une autre, Fanny Vincent? Alors, est devenu... c'est vrai que c'est... Ben, on peut dire est devenu, mais ça date d'il y a longtemps, en fait. Quand on regarde historiquement comment a été pensé le travail à l'hôpital et comment s'est construit le travail soignant, on se rend compte que dès la Première Guerre mondiale, dès la Première Guerre mondiale, même avant, il y a une réflexion qui est engagée sur comment productiviser le travail, entre guillemets, le rendre plus efficace et le rationaliser. Donc, alors que l'hôpital est un secteur des services qui traite de l'humain et devrait être à côté devrait rester en dehors de ces questions d'organisation scientifique du travail, de taylorisation, eh bien, depuis le début du siècle, on voit qu'en fait, il est engagé dans cette réflexion sur cette rationalisation du travail et cette standardisation pour réduire les temps morts, pour réduire les temps inefficaces, décrits comme inefficaces. Et ça, en fait, c'est une dynamique qui s'accentue au cours du siècle et véritablement à partir des années 80 et des années 2000. Et aujourd'hui, en effet, on applique à l'hôpital des manières de gérer et d'organiser le travail qui sont complètement issues du secteur privé avec des tâches, alors on n'est pas avec le chronomètre on n'est pas avec des tâches minutées, mais on voit que petit à petit on rogne en fait sur les temps de pause, sur les temps de transmission des informations. Par exemple, la dernière réforme de l'organisation du temps de travail qui a eu lieu à la PHP en 2015, qui a été adoptée en 2016, est assez exemplaire de cette logique-là où on a dit il y a trop de jours de RTT, la PHP est complètement en dehors des clous de la réglementation. Alors historiquement il y a des raisons, ça s'entend et ça se justifie, mais on va réduire ces temps de RTT et comment on va faire? On va décider que les soignants ne travailleront plus une vacation de 7h50 de travail mais 7h36 par exemple. Et donc on va enlever 14 minutes dans la journée qu'on ne payera plus aux soignants, donc ça va retirer des jours de repos. Tout ça en se disant que de toute façon, pas de raison, ce qu'on fait en 7h50, on peut le faire en 7h36. Il suffit encore une fois de mieux s'organiser, donc de réouvrir l'organisation du travail, de revoir comment tout ça s'organise. Et ça se fait en fait au prix d'une intensification du travail, d'une dégradation du bien-être au travail des soignants, d'une dégradation de la qualité des soins aussi dans une certaine mesure. Donc on voit que l'hôpital est vraiment pris dans une logique d'industrialisation qui est inspirée du secteur privé. Et vraiment le temps, c'est le nerf de la guerre là, dans cette logique-là. C'est de l'argent, en l'occurrence aussi pour l'hôpital public. On va peut-être terminer avec ce titre qui peut se lire un peu en trompe-l'œil. On pourrait lire aussi le casse du siècle, c'est-à-dire que toute cette richesse produite par l'hôpital public pourrait éventuellement être captée par d'autres, en l'occurrence par le secteur privé. Est-ce que c'est un fantasme quand on parle de privatisation du soin, de privatisation de la santé? Est-ce que selon vous, c'est déjà engagé? C'est-à-dire qu'en fait, une partie de l'activité, éventuellement la plus rentable, il est décidé et acté qu'elle sera réservée au secteur privé, donc les cliniques, mais aussi la médecine de ville libérale, ou les spécialistes en ville libéraux. Pierre-André Juven. Une hypothèse qu'on peut faire, mais elle commence à se voir confirmée de plus en plus, c'est qu'on va, c'est ce que disait très bien Fanny tout à l'heure, vers un hôpital dont la mission ne sera plus que de soigner. Et de soigner en matière pour ce qui concerne la médecine de pointe. Et donc on va de plus en plus vers effectivement une division très forte de ce qui va relever de la biomédecine, de la génétique, de tout ce qui importe énormément aujourd'hui en médecine. Et de l'autre côté, tout ce dont on parlait autour de la médecine sociale, les maladies chroniques et la prévention et la santé publique en général. Et cette division entre médecine de pointe et médecine sociale, pour aller vite, elle a effectivement des implications politiques et économiques importantes. Et économique, et donc le casse du siècle peut renvoyer à ça. Économique parce que effectivement, tout ce dont on parlait autour de l'ambulatoire, c'est-à-dire tout le fait de faire sortir les gens de l'hôpital pour qu'ils soient pris en charge en ville, se fait énormément avec des praticiens libéraux. Et cette prise en charge libérale, elle a tendance de plus en plus aussi à reporter sur les patients.
et les patientes elles-mêmes leur prise en charge. C'est-à-dire qu'au lieu d'être hospitalisé et d'être surveillé à l'hôpital, vous rentrez chez vous, et en rentrant chez vous, vous ne retournez pas au travail le lendemain, vous restez chez vous, mais donc il y a un travail de surveillance, de contrôle qui est fait et qu'on reporte sur vous. On le reporte à la fois évidemment en termes de temps, c'est-à-dire que c'est du temps que vous allez consacrer à votre surveillance ou que vos proches vont consacrer à venir vous voir, mais c'est aussi de l'argent. Et il y a beaucoup de travaux qui montrent qu'il y a une perte économique, une perte de revenus pour les gens, et par exemple dans le cas du cancer c'est très très fort, une perte de revenus des gens qui doivent aller voir leurs proches, c'est souvent des parents, pour vérifier que tout va bien et qu'ils n'ont besoin de rien. Donc il y a un report comme ça de charges sur les patients et les patientes, et évidemment des acteurs qui à ce moment-là sont très intéressés par cette situation, ce sont les assurances et les mutuelles, qui vont pouvoir proposer un certain nombre de services visant précisément à mieux vivre le retour à domicile ou à mieux vivre l'hospitalisation à domicile. Et donc il y a effectivement un marché qui s'ouvre du petit soin, du petit risque ou du risque qu'on considérera individuel et non plus collectif, à contrario d'une prise en charge qui, elle, relève de soins beaucoup plus techniques et pointus et qui, là, continuera d'être prise en charge à l'hôpital. Donc oui, il y a des intérêts économiques et marchands qui sont aussi à l'œuvre derrière. De votre peut-être fenêtre pour finir, est-ce que vous le voyez, vous, ce mécanisme, ce transfert vers le privé ouais. Oui, il faut savoir qu'à l'hôpital, quand on est bloqué sur un lit d'hospitalisation, la clinique prend le relais. C'est-à-dire qu'on envoie les patients On envoie les patients en clinique parce qu'en clinique, il y a un turnover beaucoup plus important, il y a un plateau technique qui est assuré et du coup, c'est là où se régalent un peu les cliniques de récupérer la patientèle des hôpitaux. Voilà. Alors qu'à l'hôpital, on est quand même une très belle entité, hein, la PHP et les hôpitaux, et c'est quand même on a un très très bon système de soins français. Et aujourd'hui, nous, en tant que soignants, on se demande pourquoi les cliniques passent avant l'hôpital sur la technique. Sous couvert d'argent, alors effectivement, ça on l'a bien compris, mais pourquoi on ne redore pas l'hôpital public en réouvrant des lits et en favorisant toutes ces techniques de soins. Bon, on va finir là-dessus et puis on va suivre sur Mediapart dans le journal le mouvement de grève aux urgences qui a priori, vu ce que vous nous dites sur l'état des discussions et des négociations, n'est pas prêt de s'arrêter tout de suite. On suit aussi, je le signale et je le précise, la mobilisation en psychiatrie qui ne s'est pas arrêtée depuis 1 an et demi quasiment. Et puis on se tient aussi au courant des actualités dans ce qui concerne la recherche sur la santé publique. Voilà, merci à vous trois. Merci. Participer, merci, et puis on se retrouve sur mediapart.fr pour un nouvel espace de travail. À bientôt.